Bienvenue mesdames et messieurs dans Politicien, votre rendez-vous politique. Des Africains qui vendent d'autres Africains comme esclaves. Des Africains qui vendent des Africains comme du bétail, de la marchandise. Le drame est insoutenable, mais il se déroule là, sous nos yeux, en Libye, en Afrique, en 2017. Comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé à ces pratiques qui nous arrièrent et qui nous ramènent des siècles en arrière? Il faut aller au-delà de l'émotion, aller au-delà de l'indignation, situer les responsabilités, décrypter les causes et proposer des solutions. Mais quelles peuvent être celles-ci? Trois invités avec moi pour en parler. Patrick Mbeko, vous êtes géopolitologue, vous connaissez très bien l'histoire politique de la Libye. Vous êtes écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci que j'ai entre les mains, Objectif Kadhafi, 42 ans de guerre secrète contre le guide de la Jamahiriya arabe libyenne. Merci Patrick Mbeko d'avoir accepté notre invitation. Au plaisir. Patrick Mbeko, on le voit, l'indignation est continentale, mais le phénomène est-il nouveau? Non, pas du tout. Et moi, je suis d'ailleurs surpris que des gens soient indignés aujourd'hui. Le problème des migrants en Libye ne date pas d'aujourd'hui. Et il a commencé bien avant, même à l'époque de Kadhafi. Sauf qu'avec Kadhafi, la situation était très bien contrôlée. Après l'assassinat du guide, en fait, après la guerre de l'OTAN, on a vu en 2011, c'est là où le problème a eu une ampleur assez incroyable. Aujourd'hui, on parle des migrants, mais il faut commencer déjà par parler des Noirs libyens, parce qu'il y a des Noirs, il y a des gens qui vivent en Libye qui sont des Noirs. Mais on va focaliser notre... Ça a commencé à partir de là. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à attaquer tout ce qui était noir, parce que l'OTAN, pendant la guerre, avait diffusé une information disant que ce sont les Africains qui jouaient le rôle de mercenaires auprès de Kadhafi. Donc, les gens qui sont venus dans les fourgons de l'OTAN, parce que tous ces gens qui vendent les migrants, ce sont des gens qui sont venus dans les fourgons de l'OTAN. Ça veut dire quoi concrètement? Mais quand l'OTAN a décidé de déstabiliser la Libye, d'attaquer Muammar Kadhafi, elle était allée chercher des combattants. Et la plupart de ces combattants étaient liés à Al-Qaïda. Et certains ont été recrutés à Mazar-e-Sharif par la CIA. Je l'explique d'ailleurs dans le livre. Et ce sont ces gens-là qui sont arrivés en Libye, qui ont pris le pouvoir et qui ont déstabilisé tout le pays et qui ont commencé à s'attaquer aux Noirs, les soupçonnant ou les accusant d'être des pro-Kadhafi. C'était ça le début de l'histoire. Et aujourd'hui, le phénomène a pris une ampleur assez incroyable. Pourquoi? Parce que la Libye n'existe plus comme État. Alors, il y a des gens qui vendent des Noirs parce qu'ils sont racistes et négrophobes, et il y a d'autres qui le font pour se retrouver. Et ça, on ne le dit pas aussi. Il y a des gens qui le font simplement par souci de se remplir les poches. C'est ce que l'on observe. Mais c'est la médiatisation actuelle qui fait qu'on voit que l'indignation prend de l'ampleur. Je suis un peu gêné. Parce que je me dis aujourd'hui, est-ce qu'il faut qu'à chaque fois qu'une chaîne occidentale nous dise ce qui se passe chez nous, alors que tout le monde le sait? À un moment donné, il faut que les Africains aient honte. Aujourd'hui, on s'agite parce que... Mais tout le monde n'avait peut-être pas forcément assez à l'information, information-là. Attention, on en parle depuis très longtemps. Depuis 2011, on en parle. Il y a eu beaucoup de rapports. Amnesty International, Human Rights. Il y a même eu cette agence qui s'occupe de la migration internationale qui avait fait un rapport l'année passée sur la vente des migrants africains. Mais personne n'en parlait. Il a fallu qu'il y ait des images de CNN pour qu'on réagisse. Et moi, je me dis à un moment donné, est-ce qu'on va, après ces réactions, rentrer chez nous et dormir et attendre un autre reportage d'une chaîne occidentale pour réagir? C'est aussi ça, la question qu'il faut se poser, parce que ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. On va essayer, dit Patrick Mbeko, dites-nous très rapidement, est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça apporte de manifester aujourd'hui devant l'ambassade ou le consulat de la Libye? Est-ce que ça peut avoir de répercussions? Aujourd'hui, très rapidement. Je pense déjà, on apprend l'ouverture d'enquête en Libye. Bon, ça, pour moi, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire, dites-vous. Parce que ça fait plusieurs années que les responsables libyens disent qu'ils vont enquêter. Puis qui va enquêter? Puisqu'en Libye, il y a deux gouvernements. Il y a plusieurs milices lourdement armées qui contrôlent plusieurs régions. En fait, tout ce qu'on nous raconte, c'est du n'importe quoi. Maintenant, quant aux manifestations, manifester, c'est bien. Mais c'est quoi l'objectif? Quel est l'objectif poursuivi? Parce que si on manifeste, si on veut faire ce que moi j'appelle des manifestations spectacles, ça ne sert à rien. D'accord. Et aujourd'hui... Interpeller les autorités libyennes, ça ne sert à rien? Non, mais les autorités libyennes sont au courant de tout. C'est comme si vous allez en enfer et vous voulez interpeller le diable. Mais non, ça n'existe pas. Les autorités libyennes sont au courant de tout. Amnesty International avait saisi les autorités libyennes il y a de cela 3 ans sur cette affaire-là. Il y a l'agence des migrations internationales qui avait fait la même chose il y a 1 an. Donc, cela ne veut rien dire. C'est parce qu'il y a une certaine pression que les autorités libyennes essaient de manœuvrer. Mais encore une fois, quelles autorités? Est-ce que c'est Al-Sarraj qui contrôle
une partie du pays, ou Khalifa Haftar, ou encore toutes les autres milices qui contrôlent d'autres... Alors, vous qui connaissez très bien ce pays, vous êtes en train de nous dire quoi? Qu'on ne peut rien faire non, pour ces gens-là? En fait, il y a un problème. Le pays a été complètement déstabilisé. La Libye n'existe plus. La Libye comme État n'existe plus. On essaie de régler un problème sans pouvoir en interroger les causes profondes, comme l'a dit le compatriote qui est là. Le problème, il est là. Au niveau de la Libye, on ne peut rien régler tant et aussi longtemps qu'on ne va pas stabiliser la situation. On ne peut pas stabiliser la situation. Pourquoi? Parce que les puissances occidentales qui sont impliquées dans cette affaire-là ne peuvent pas vouloir que la Libye soit stabilisée. Parce qu'ils ont des intérêts, ils poursuivent des intérêts. Je vous rappelle une chose, dans ce livre que vous avez là, je reproduis un document des services secrets canadiens. Il est daté du 15 mars 2011. Le 15 mars, le service de renseignement militaire canadien dit quoi? Il envoie une note au Premier ministre Stephen Harper pour lui dire que si on intervient en Libye, il y aura une déstabilisation à long terme du pays. J'ai des discussions avec des gens au cœur de la défense canadienne où on explique que pour le gouvernement, il fallait déstabiliser. Qui dit service secret canadien, dit la CIA, dit le MI6, dit la DGSE. Donc tous ces gens étaient au courant de ce qui allait advenir une fois la Libye déstabilisée. Et je tiens à vous dire aujourd'hui que tout ce qu'on raconte sur les migrants, tous les services de renseignement occidentaux sont au courant, parfaitement au courant. Et je tiens à dire aussi qu'en 2011, une embarcation avec des Africains, il y a eu une embarcation, il y a eu près de 80 personnes sont mortes dans une embarcation près des navires de l'OTAN en 2011. L'OTAN est responsable du chaos actuel et de la situation que nous voyons en grande partie. Est responsable du chaos Alors, si on manifeste, parce que vous avez parlé de manifestation, on va aller manifester devant l'ambassade libyenne qui ne veut rien dire. Mais vous avez le quai d'Orsay ici, vous avez l'Élysée. Pourquoi vous n'allez pas manifester là-bas? Pourquoi vous ne pointez pas du doigt les acteurs majeurs de cette crise? Parce que ce que ces gens-là font, ce n'est pas mauvais, mais ils jouent le jeu des journalistes de CNN qui passent leur reportage en n'expliquant pas à leur opinion publique et à l'opinion mondiale pourquoi la Libye se retrouve dans cette étape et qui sont ces gens qui vendent des Africains, parce que ces gens, ce sont les sous-traitants de l'OTAN. Comment la Libye était devenue une poudrière? Je propose qu'on marque une courte pause et qu'on en parle dans la deuxième partie de notre émission. À tout de suite. Le Burkina Faso a déjà rappelé son ambassadeur en Libye. La Côte d'Ivoire prend déjà des mesures, a même déjà pris des mesures pour rapatrier ses ressortissants qui sont en Libye. Mais dites-nous, Patrick Mbeko, Claudie Sia l'a dit, on peut s'en prendre à la France, on peut s'en prendre à l'OTAN, mais le fait est là, la réalité est là. Ce sont nos frères qui sont là maintenant et qui souffrent. Mais dites-nous, dans quelle proportion devons-nous interpeller la responsabilité de l'OTAN et des pays qui ont contribué à la dislocation de la Libye? Moi, je pense qu'il faut très rapidement. Il y a plusieurs étapes. Et quand je disais d'ailleurs que tout le monde le savait, je parlais des chefs d'État parce que c'est ça que vous parlez. Les populations, je peux comprendre que les gens ne savaient pas. Et puis souvent, on l'a remarqué avec les réseaux sociaux, il y a aussi cette tendance à faire. Il y a beaucoup de spectacles avec les réseaux sociaux. Ça, c'est une réalité aussi. Parce qu'on a. Mais c'est l'époque, vous voyez. Exactement. On a beaucoup parlé quand même de cette affaire des Noirs qui étaient martyrisés en Libye et les gens n'ont pas beaucoup bougé. Et il n'y a pas que la Libye. Il y a beaucoup de pays africains, il y a des problèmes et les gens ne bougent pas. Absolument. On attend, les gens ne bougent pas. C'est-à-dire que quand il y aura un reportage, les gens vont bouger. C'est une réalité que l'on observe. Donc, je suis d'accord avec Claudie quand il dit qu'il y a une responsabilité à prendre. Et cette responsabilité, écrire l'histoire, c'est aussi faire comme Cheikh Anta Diop l'avait dit, ne pas chercher à ce que la vérité ait une couleur. Vous avez une vérité, vous vous saisissez de cette vérité-là et vous avancez. C'est ça aussi. Alors aujourd'hui, l'un des problèmes qui se pose en ce qui concerne la Libye, c'est vrai, on peut parler contre les chefs d'État africains, mais nous savons aujourd'hui aussi que la plupart de ces chefs d'État africains ne nous représentent pas. Ils représentent les gens qui les ont placés là. Est-ce que vous avez vu les Angolais là-bas? Avez-vous vu les Sud-Africains là-bas? En Libye? Bon, c'est vrai que de l'Afrique du Sud à Tripoli, attention, c'est possible parce que les gens, quand ils sont déterminés, ils vont très loin. Absolument, on est d'accord. Alors, il y a un problème de gestion au niveau des États africains, de gouvernance. Mais on ne peut pas escamoter les causes profondes de cette réalité-là. Parce qu'on a quand même vu, il y a des États, moi je viens du Congo, là, un pays où il y a eu combien? 6 millions de vies fauchées. 6 millions. Je dis bien 6 millions.
Essayez de vous dire que le Congo-Brazza, le Gabon et la Guinée ont disparu comme ça. Ça, c'est au Congo-Brazza. Et ça continue. On n'en parle pas. Il y a une responsabilité tant au niveau africain qu'aussi à l'extérieur. Et la responsabilité extérieure est beaucoup plus importante. Parce que si on n'avait pas déstabilisé la Libye, nous n'aurons pas eu ça. Nous n'aurons pas eu la déstabilisation du Mali, qu'on semble oublier. Nous n'aurons pas eu la déstabilisation du Sahel, puisque cette région-là est polluée par des groupes armés de toutes sortes aujourd'hui. Mais on l'a vu, vous êtes chez politologue, vous avez entendu le président Alpha Condé dans l'élément qui est passé, il a dit « Nous étions contre les bombardements ». Exactement. Nous étions farouchement contre cela. Il y a une chose qu'il faut dire. Il y a une chose qu'il faut dire. Les chefs d'État africains étaient contre le bombardement de la Libye. Et si moi, j'étais chef d'État africain, j'allais aussi prendre mon courage et agir contre les puissances occidentales. Parce qu'on ne peut pas... Ça nous fait deux candidats sérieux et crédibles au poste de président. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que nous devons être prêts aussi à dire nous allons rompre nos relations diplomatiques avec vous. Puisque de toute façon, nous gagnons quoi? Que gagnons-nous dans nos rapports avec l'Occident? Rien. C'est ça la vérité aussi. Nous ne gagnons pas grand-chose, à part ce qu'on appelle aide qu'on nous jette un peu comme des chiens. C'est ça la vérité aussi. Alors l'Afrique aussi doit devenir responsable au niveau interne. Parce que parfois, il y a des déstabilisations qui se font dans nos États à l'interne, où des chefs d'État jouent le rôle de sous-traitants des intérêts étrangers pour déstabiliser leurs voisins. Vous voyez, le problème est beaucoup plus complexe. Parce que quand vous rentrez dans l'arène géopolitique, ça devient très complexe. Absolument. Alors vous avez des responsabilités tant sur le plan interne qu'externe. Et parfois pour... essayer de juguler tout ça, c'est assez complexe. Mais la chose la plus importante, c'est au niveau des populations africaines. Cette conscience historique qui s'installe, qui va permettre aux populations africaines de se prendre en charge. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'il y a un réveil. Et il faut travailler dans ce sens-là, pousser pour qu'il y ait des changements profondeurs. Il faut que les chefs d'État, et il y a une chose qui est très importante, c'est que les chefs d'État africains ne s'en remettent pas à leur peuple. Alors que s'ils s'en remettaient à leur peuple, leur peuple deviendront leur bouclier face à des émissions étrangères. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Patrick Mbeko, comment doit-on imaginer cette mesure qui vient d'être annoncée dans sa phase pratique? Les gens, ils sont pris en otage, ils sont dans les mains de leurs ravisseurs. Comment est-ce qu'on peut organiser leur rapatriement? On ne pourra pas l'organiser, à moins que les ravisseurs acceptent de les laisser partir. C'est aussi simple que ça. Vous avez un gouvernement qui ne dirige rien en Libye. Al-Sarraj dirige un coin du pays. Vous avez Khalifa Haftar dans un autre coin. Et puis les milices, les amis de l'OTAN, qui dirigent aussi certaines régions du pays. Et ce sont ces gens-là qui gardent en otage nos frères, c'est sûr. Ce sont ces gens-là qui les vendent. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de leurs organes. Les gens oublient ça. On les vend parce qu'on a besoin de leurs organes. Ou alors pour de la prostitution, autre chose. Et ces gens-là, vous allez demander à ces gens-là, mais écoutez, rendez-nous nos populations, ils vont rentrer chez eux. Non, mais vous avez suivi quand même les témoignages de certains oui, tout à fait, tout à fait. Ils disent clairement qu'on leur demande d'appeler leur famille en Occident pour qu'ils envoient l'argent. Et même en Afrique. Exactement. Même en Afrique. Même quand ils le font, après ils changent d'avis. Alors en fait, ce que le monsieur de l'Union africaine dit, c'est du n'importe quoi. C'est de la com, en fait, parce qu'il y a eu quand même cette vague. C'est de la com. Mais que faut-il faire? Que faut-il faire là maintenant? Le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'il y a un pays qui est déstabilisé là. C'est comme si... Mais ça, on l'a constaté. Ben oui, mais après le constat, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas régler la question libyenne, la question des migrants, si on ne règle pas la question libyenne. On ne peut pas régler la question du Sahel si on ne règle pas la question libyenne. Tout ça est lié, qu'on le veuille ou pas. Et il y a un travail à faire au niveau des pays d'où les migrants partent. Ça, c'est un fait, on l'a dit. Mais au niveau de la Libye, regardez, ça fait 5 ans que les mecs négocient. Ça fait 5 ans. Oui. Ils viennent là, le président ils vont aux États-Unis. Rien ne change. Vous savez pourquoi rien ne change? Parce que les puissances occidentales qui sont en arrière-scène, chacune joue sa partition. Vous avez Al-Sarraj qui est soutenu par des gens qui vendent des Africains. Vous avez Khalifa Haftar qui est soutenu par les mêmes gens qui vendent les Africains. Les deux sont soutenus par les puissances régionales. Vous avez l'Arabie Saoudite, le Qatar, vous avez aussi l'Égypte, vous avez la Turquie. Et tous ces pays sont chapeautés par qui? Par les puissances occidentales.
Voilà la réalité. Richard, alors, c'est un piège sans fin. Non, attendez, je suis désolé, juste 30 secondes, Salim. Je voudrais juste te dire que L'avion qu'on envoie en Libye, il va atterrir d'abord. Quand vous avez un pays qui est cassé en 1000 morceaux, nos frères qui sont en Libye ne sont pas parqués en pleine ville, ils sont dans des camps. Ils ne sont pas dans une ambassade. Qui ne sont pas répertoriés, qui sont dans le désert, qui sont dans des sous-sols, vous prenez les reportages, vous prenez les témoignages de ces migrants-là. En Bénin, ils voient des avions, vous dites, c'est bien, c'est un début. Mais celui qui sait qu'un avion existe, est-ce que celui qui est assis dans le désert peut savoir que son pays déjà a envoyé un avion, sachant très bien que dès qu'ils arrivent, le premier truc qu'on fait, on leur prend leur passeport, on leur prend leur téléphone et on les réduit à l'esclave, on leur coupe tout moyen. Aujourd'hui, ils peuvent même pas. On ne savait pas de quel pays ils sont. Il y a un moment donné ici. Mais il faut arrêter de rêver. Voilà, ici sur ce plateau, il y a des éminences grises. Des gens qui peuvent réfléchir, conseiller nos chefs d'État, leur dire voilà ce que vous pourriez faire. Ce sont des choses simples. Attendez, des choses simples. Oui. On n'entend que du bon sens ici et de l'intelligence. Oui. Comment se fait-il que ce bon sens et cette intelligence-là ne soient pas aux côtés de ces chefs d'État? Faut jamais oublier une chose. Ce qui se joue là, ce qui est perpétré là, ce sont des crimes contre l'humanité. Vous avez l'Union européenne qui a financé des tueurs, qui a financé des gens pour tuer d'autres gens. Et parce que nous ne sommes rien, nous sommes si faibles dans ce monde, parce que ce monde a été construit par les Occidentaux, il répond à des règles initiées, attendez, par des Occidentaux, et nous ne sommes que des figurants. Nous n'avons pas compris. Moi, par exemple, si ça était un billet de banque, par exemple, imaginons que ce soit un billet de banque, il n'a que la valeur que je lui donne. À un moment donné, nous pouvons très bien dire, nous sortons de cette communauté dite internationale, qui n'a d'international que l'occidentalisation. Nous pouvons très bien en sortir et dire, maintenant, même si nous n'avons pas les plus beaux satellites du monde, nous allons vivre entre nous, créer notre monde et sortir de ce monde-là. Je vous assure, c'est quelque chose de simple. Nous ne pouvons plus répondre et accepter des règles qui nous oppressent et qui font de nous, même pas des vassaux, des esclaves. Parce qu'en réalité, l'Afrique est un continent d'esclaves. À différents niveaux, nous sommes donc un continent d'esclaves. Vous savez, excuse-moi Claudie, l'une des personnes là, il y a un gars parmi les esclavagistes là-bas, Abdelhakim Belhaj. Oui. Il a été accueilli ici à Paris. À Paris. Par les autorités françaises. Mais à l'époque, on ne savait pas qu'il était... Non, attention. Ce monsieur a été arrêté en 2004 en Malaisie par la CIA parce qu'il n'était pas soupçonné. On savait qu'il était proche d'Oussama Ben Laden, impliqué dans les attentats contre les intérêts américains. Il a été arrêté, envoyé en Libye. Kadhafi l'a gracié, il l'a laissé partir. En 2011, il a été récupéré par l'OTAN pour combattre contre Kadhafi. Ce monsieur, après la chute de Tripoli, c'est lui qui a pris Tripoli avec l'aide de l'OTAN, des forces spéciales françaises. Après, il est venu ici en France, accueilli en grande pompe. Les journalistes étaient là en train de cirer ses pompes. Ce monsieur est devenu milliardaire. Il est au cœur d'un vaste réseau de trafic d'êtres humains. Allons-nous partir de cette émission avec l'idée qu'on ne peut rien pour nos frères? On peut faire quelque chose, mais il faut quelque chose de très important ici. À un moment donné, il faut avoir le courage de dire acceptons de vivre dans notre coin, dans notre pauvreté, mais dans la dignité. Voilà. Parce qu'il ne sert à rien d'aller vous asseoir autour d'une table avec des gens qui ne jouent pas franc jeu. Parce que nous sommes là aujourd'hui, il y aura cette réunion-là en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, Afrique, Union européenne, 29-30 novembre 2017, qu'est-ce qu'on doit dire à ce sommet? Pendant ce temps, très rapidement, on fait il y a les Occidentaux veulent revenir en Libye officiellement. Là, je voulais parler de l'importance du reportage. Le reportage a permis à un certain de nos compatriotes africains de comprendre ce qui se passe. Mais derrière ce reportage, il y a aussi une stratégie. Parce que là, l'Occident va... Qu'est-ce que les Américains vont dire? On vend des Noirs, on va l'intervenir, non pas pour les aider, pour des raisons purement stratégiques. Et il faut que l'on le comprenne. Alors, il y aura un sommet de chefs d'État avec l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Le président Alpha Condé, a dit « Je mettrai le problème sur la table ». Non, pas mettre le problème. Il faut dire la vérité aux gens qui sont en face. C'est tout. Leur dire, nous savons comment vous fonctionnez, là, enough is enough. Si on n'est pas capable de dire ça, on veut faire de la diplomatie. Vous savez, quand je travaillais sur ce bouquin, j'étais choqué par une chose. Les diplomates que je rencontrais, en privé, ça vocifère comme pas possible. En public, c'est étonnant. Vous les voyez là, comme des bambins, ils vont courber les chines. C'est choquant. Il y a un diplomate, un conseiller d'un chef d'État qui m'a dit, qui était dans tous ces États qu'on parlait de la Libye, mais quand je l'ai vu une fois à la télé, j'étais choqué.
J'ai entendu parler, j'étais choqué. C'est aussi ça. Il faut avoir le courage de le faire parce que ce sont nos enfants. Vous êtes en train de nous expliquer que les dirigeants africains doivent tenir le langage de vérité au sommet Afrique-Union. Est-ce que vous pensez que la Chine se soucie de ce que pensent les Occidentaux des Chinois? Vous pensez que les pays d'Amérique latine se soucient de ce que pensent les Occidentaux d'eux? Ils ont souffert, ils ont été sous la bord des États-Unis. L'Amérique latine était l'arrière-cour des États-Unis. Aujourd'hui, ces gens ont décidé de dire enough is enough. Ils ont décidé de prendre leur destin en main. On peut le faire. Moi, je pense que ce n'est pas impossible. Salif Koné.